Tokyo fait rêver. Depuis plusieurs décennies, la ville s'est forgée une place durable dans notre imaginaire collectif à coups d'animés, prouesse technologique nippone qui est venue donner une nouvelle dimension à la fascination européenne pour l'Orient qui existait déjà au milieu du XVIIIe siècle. Destination de rêve pour toute personne ayant grandi après les années 90, biberonnée aux dessins animés du matin, elle a cette aura de ville mystique, comme si on se retrouvait à pouvoir aller visiter en vrai un lieu imaginaire, comme si Poudlard n'était qu'à 11h30 d'avion de CDG. Et justement, ce fantasme n'a pas été entretenu que par les productions nippones. Le cinéma occidental s'est aussi très rapidement déployé dans Tokyo pour pouvoir aller dans le sens de cet amour grandissant de son public pour les japonaiseries. On avait pu parler dans l'épisode précédent de la façon dont Tokyo avait été dépeinte, reprise, adaptée par les cinéastes japonais au fil des décennies, et cette fois j'aimerais qu'on s'attarde sur les cinéastes étrangers. Parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire super intéressantes sur la façon dont notre cinéma s'est approprié Tokyo, et surtout comment il en a fait le reflet de nos propres fantasmes, de nos propres idées préconçues. Allez, vous connaissez la suite, on continue sur les mêmes bases. Ici c'est Albin pour un nouvel épisode de Kino, et aujourd'hui on va voir comment le cinéma occidental s'est réapproprié Tokyo. Déjà, comme je le disais dans la vidéo précédente, l'histoire du cinéma à Tokyo est étroitement liée à la fascination européenne pour l'Asie, et en particulier pour le Japon. D'ailleurs, les premiers films tournés au Japon sont des films occidentaux, tournés par Gabriel Vert, opérateur envoyé par les Frères Lumière à la fin des années 1890 pour ramener des plans exotiques. On y voit des scènes de marché, des scènes de rue, mais surtout un entraînement de kendo, art martial typiquement japonais qui montre l'envie de Vert de capter quelque chose de profondément différent, de visuellement symboliser cette altérité viendront voir les futurs spectateurs de ce nouveau média. Si durant la première moitié du XXe siècle, le cinéma occidental se désintéresse du Japon et de Tokyo, ne lui consacrant que des reportages et autres documents d'actualité, tout change après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour rappel, le Japon attaque par surprise les États-Unis à Pearl Harbor durant le Jour d'infamie. Les USA leur rendront la politesse avec 2 bombes atomiques qui mettront fin au conflit qui se transforme en occupation militaire du pays durant quand même 8 ans. On a donc un pays qui a profondément marqué l'imaginaire collectif occidental, et pas vraiment bien. Outre l'attaque de Pearl Harbor, qui vaudra aux Japonais d'être assimilés à des traîtres sans foi ni loi durant des décennies, la propagande américaine durant la guerre a bien entendu fait fonctionner à plein régime l'appareil raciste et stéréotypé pour faire du japonais un être étrange et menaçant. I've lived among them for 10 years, and I can testify that they are as different from ourselves as any people on this planet. Et puis la façon dont le Japon est parvenu à se hisser à la table des grandes puissances en à peine quelques décennies, au point d'envahir une bonne partie de l'Asie durant la guerre et de foutre une branlée à pas mal de grosses puissances occidentales, alimente la peur du péril jaune. Pour le coup, c'est un concept qui existe encore aujourd'hui mais qui est né à la fin du 19e siècle, qui annonce le danger d'un grand remplacement des Blancs par les Asiatiques, qui sont alors en pleine bourre pour rattraper leur retard industriel. Cette peur incroyablement raciste et infondée s'est illustrée d'abord dans des figures pseudo-chinoises comme Fu Manchu ou les ennemis de Flash Gordon, puis durant la guerre, dans celle du soldat japonais monstrueux et rusé. Suffit de regarder les Captain America de l'époque. Et là, je parle même pas de la façon dont les Américains ont déporté et cantonné dans des camps en Californie leurs propres citoyens d'origine japonaise pendant 2 ans. Ouais, ils ont vraiment fait ça. Each family, upon arrival at a relocation center, was assigned to a single room compartment, about 20 by 25 feet. Bref, tout ça pour dire qu'au début de l'après-guerre, l'image du Japon, des Japonais et de Tokyo n'est pas des meilleures aux yeux des Occidentaux. Mais dans le même temps, l'appareil d'occupation américain, qui met en place tout un ensemble de mesures de démocratisation à marche forcée de la population, entend faire de son vieil ennemi un nouvel allié, notamment face à l'URSS et à la guerre froide qui commence tout juste. Il faut donc rapidement passer à autre chose, arrêter avec le racisme primaire et réaffirmer l'amitié entre les deux pays. Cette volonté d'effacement et de retour à la normale se retrouve ainsi dans un des premiers films américains filmés à Tokyo, Tokyo Joe de Stuart Heisler, sorti en 1949. Le propos même du film accompagne cette idée, puisqu'on suit l'ancien général Joe Barrett qui retourne à Tokyo pour voir si le bar qu'il y possédait est toujours intact, et si sa famille a survécu au bombardement. On nous présente un Américain qui s'était déjà installé au Japon et qui souhaite revenir après toutes ces horreurs pour reprendre sa vie là où il l'avait laissée.
Il est ainsi rapidement entouré de gentils Tokyoïdes qui l'aident dans le démantèlement d'une méchante société secrète impérialiste qui veut s'attaquer aux Américains occupant le territoire. Bon, on a clairement dressé ici une ligne entre les bons japonais qui passent à autre chose et soutiennent leurs nouveaux amis, et les méchants qui veulent rester dans le passé. Sauf que derrière ces apparences, on remarque que la place de gentil s'accompagne d'une position de subalterne zélé, et assez cliché, qui contraste avec les ambitions des méchants, qui souhaitent redevenir une puissance qui compte. On va ainsi progressivement observer une infantilisation des Japonais, tout en leur accordant par ailleurs de nombreux mérites. Une longue histoire, une culture fascinante, un sens du devoir et de l'abnégation, des arts et un artisanat merveilleux, mais tout ça avec un bon vieux Roland de reste à ta place. Comme si toutes ces facettes merveilleuses de Tokyo n'étaient destinées finalement qu'à l'émerveillement des Occidentaux, et que tout le reste, la complexité socio-économique, les réalités politiques, ne devait pas exister. D'une part parce que ça ruinerait ce si joli tableau, et d'autre part parce que justement on préfère que le pays et sa capitale restent sous tutelle, et ne puissent plus montrer de dangereux visages ambitieux prêts à concurrencer les grandes puissances. On en revient encore une fois au péril jaune. Cette vision carte postale de Tokyo se retrouve dans pas mal de films des années 60, à une époque où les voyages se démocratisent et où le Japon fait figure de terra incognita qui fascine à coups de reportages en National Geographic et commence à devenir une vraie destination touristique. Comme avec le sympathique Rififi à Tokyo. Et quel décor, mieux que celui de la capitale la plus étrange, la plus insolite du monde. Qui nous donne à voir un braquage d'une banque japonaise par un gang français qui découvre donc Tokyo, ces mystères de l'Orient. Ça veut dire les femmes. Hein. Les mystères de l'Orient, c'est toujours les femmes. Parce que, évidemment, c'est toujours plus fun si avec le racisme on peut mélanger un peu beaucoup de patriarcat. Et en parlant de femmes justement, l'hallucinant À tout cœur à Tokyo pour OSS 117 de 66 est révélateur de l'image de la femme japonaise aux yeux de la culture occidentale. Vous savez que c'est un baptême? Je suis la première japonaise que vous embrassez? Non, mais vous êtes mon premier sergent. Alors ouais, j'ai vérifié, c'est pas une blague, hein. C'est un vrai film premier degré. OSS 117, c'était pour de vrai, premier degré. Le pendant français de James Bond, avec aussi sa dimension voyage dans des destinations exotiques. Ah, j'ai très bien compris. Vous m'offrez des vacances au Japon. D'ailleurs, James Bond ira lui aussi à Tokyo l'année d'après dans On ne vit que 2 fois. Et dans les deux cas, Tokyo est présenté sous un genre presque guide touristique promotionnel, avec geisha à chaque coin de rue, des femmes en kimono, hordes de travailleurs copier-coller, temples centenaires, et évidemment chaque intérieur ressemble à un ryokan, une auberge traditionnelle avec panneaux en papier de riz. Tokyo devient une sorte de parc d'attractions, sans substance, sans relief humain, juste une toile de fond exotique et délicieusement étrangère pour les pérégrinations de nos héros. In Japan, men always come first, women come second. I might just retire to here. On voit aussi poindre dans ces films l'autre grand tournant dans les représentations de Tokyo, la modernité et la technologie. À la fin des années 60, le Japon a achevé sa reconstruction et est même en train de s'affirmer comme un pays de pointe en termes industriels et technologiques. Ces images de milliers de salariés qui se démènent au travail marquent profondément l'imaginaire occidental, qui dès lors va garder en tête l'image d'un peuple besognier, un peuple d'abeilles ou de fourmis. Being similar in so many ways, it's not as important to them to be different as to be loyal to the group. Et ce besoin des films de convoquer à la fois tout un imaginaire traditionnel et des images de modernité pour Tokyo va durablement installer ce cliché tenace d'un pays entre tradition et modernité. Expression qui est encore largement utilisée de nos jours. Expression d'une banalité affligeante d'ailleurs si on la décortique. Parce qu'après tout, nous aussi on est entre tradition et modernité. On est bien entouré d'églises, de musées centenaires, à manger de la baguette tout en ayant des iPhones. Mais elle nous en dit long sur la façon dont on a construit les représentations de Tokyo et des Japonais. Parce qu'en la situant dans cet entre-deux, en lui refusant l'accès total à la modernité, on en fait une sorte de curiosité hors de l'espace et du temps. Une sorte d'autre planète. Expression récurrente aussi quand les gens parlent de leur voyage à Tokyo. Et cette réflexion nous amène à un auteur que j'adore, Edward Said, et plus particulièrement à son œuvre phare, l'orientalisme. Si vous le connaissez pas, c'est le gars qui a plus ou moins fondé les notions de post-colonialisme, ou plutôt comme on dit chez les escrocs et les débiles aujourd'hui, l'islamo-gauchisme. Bref, Said, américain d'origine palestinienne, s'est d'abord intéressé à la manière dont la littérature anglophone du 19e dépeignait le Proche-Orient. Et il s'est rendu compte que les clichés qu'il pouvait y voir se retrouvaient aussi dans la peinture, la musique et la plupart des formes d'art s'attaquant au sujet de l'Orient, et ça, dans quasi toutes les cultures européennes.
Pour résumer rapidement, Saïd a identifié un processus artistique et culturel au sein des cercles occidentaux qui visait à présenter l'Orient comme une contrée chimérique, pleine de djinns, d'esprits, de harems, de drogue, de volupté. And this writing was an organized form of writing, like an organized science, you know, what I've called Orientalism. And it seemed to me that there was a kind of repertory of images that kept coming up, you know, the sensual woman who's there to be sort of used by the man. The East is a kind of mysterious place full of secrets and monsters. You know, the marvels of the East was a phrase that was used. Une terre coincée dans un temps qui n'existe pas, puisque la plupart de ces représentations mélangent allègrement les époques, les styles, les cultures d'un sous-continent somme toute assez vaste et divers. L'idée, selon Saïd, c'est de faire des pays, des cultures, des peuples un autre absolu. Un autre exotique qui ne demande donc pas à être pris en compte avec la même complexité et la même profondeur que les sociétés occidentales. C'est prendre en compte ces pays comme un joli décor, quelque chose à qui on va donner des mérites, mais en même temps le garder sous une belle cloche. Cette réflexion a depuis été poussée bien plus loin par de nombreux auteurs et autrices et forme aujourd'hui un des socles en termes d'anthropologie et de sciences sociales dans la manière dont on conçoit les représentations des minorités et des cultures. Tout ça pour dire que Tokyo a, et continue encore aujourd'hui, de faire l'objet de représentations orientalistes, qui se soucient pas de dépeindre avec relief la ville et ses habitants, mais se contentent d'en tirer des éléments clés, convoquant un imaginaire commun au public occidental. Ce sont des films qui cherchent pas à saisir Tokyo, à l'appréhender comme peuvent le faire les cinéastes japonais, mais veulent juste une toile de fond. Je pense par exemple à Kill Bill, qui se contente de ressasser des vieux clichés de films de ninja de VHS pour dépeindre Tokyo. C'est dans l'ambition du film, Tarantino assume pleinement ses références et revendique pas de filmer Tokyo, donc ça marche. Mais par exemple, ça fonctionne beaucoup moins pour Lost in Translation, qui là a une volonté de parler de Tokyo et de son effet sur ses personnages. Or, l'effet est plutôt limité, puisqu'on reste entre blancs, mais qu'on se contente de faire de Tokyo une sorte de lieu d'altérité totale, où aucun des deux n'a sa place, ni ne peut se faire comprendre. Et je parlerai même pas de Fast and Furious, Tokyo Drift, qui n'essaye même pas. C'est juste pour les décors. Ou alors de Wolverine, le combat de l'immortel, qui sur une idée de base pas mal de relier l'héritage de la Seconde Guerre mondiale au Tokyo d'aujourd'hui, finit par ne faire que des blagues sur « Oh, regarde comme c'est bizarre les Love Hotels !»« Oh, et c'est vraiment chelou comme pays !» Et ces représentations ont un impact, notamment sur nous, public occidental. Un impact sur notre vision du monde et de sa diversité. Et on parle pas juste de couper des cheveux en 4, mais de critiquer la façon dont notre culture a longtemps simplifié et limité les autres cultures. Ce qui est vraiment dommage vu à quel point on a gagné à découvrir réellement ces sociétés, à converser avec elles, à ne pas les voir comme un autre inaccessible. Parce que justement, on peut y accéder. C'est même tout le but de l'art et du cinéma que de faire parler cette part universelle qui est au fond de tout le monde. C'est de montrer que malgré les différences, les époques, les cultures, on peut se parler, se toucher. Et pour finir sur une note positive, je vais quand même vous parler des films qui parviennent à parler de Tokyo. Comme Tokyo Eyes de Jean-Pierre Limousin, qui pour son film policier ne se contente pas d'utiliser Tokyo comme décor, mais organise sa narration, son cadrage autour des spécificités de la ville, notamment son rapport au transport en commun tentaculaire. Ces derniers, qui représentent les artères de Tokyo et une partie non négligeable du quotidien des habitants, se muent en lieu de prédation, de chasse. Comme une manière de retourner l'idéal du salariman et de la besogne, de symboliser le karoshi, la mort par le travail, qui est malheureusement si courante au Japon. Ou encore la série de courts-métrages Tokyo, de Gondry, Léo Carax et Bong Joon-ho, excusez du peu. 3 courts-métrages qui chacun parvient à capter quelque chose, une facette de Tokyo. Le plus parlant est peut-être celui de Gondry, Interior Design, qui raconte la perte de repères et d'idéal d'un jeune couple venant s'installer à Tokyo. Une façon presque de contredire Barthes et sa ville des signes, en montrant que Tokyo peut noyer ses habitants sous un trop-plein de sens, les laissant lessivés sur un coin de métro tard le soir ou seuls chez eux. Mais le film le plus marquant est sûrement Babel, d'Iñárritu, qui se compose de 3 segments dissociés les uns des autres, se passant au Maroc, au Mexique et donc à Tokyo. Ce dernier segment nous fait suivre une ado complexée par sa surdité et frustrée par son manque d'amis, et nous parle plus largement des rapports familiaux complexes qu'une ville comme Tokyo fait peser sur des familles tantôt écrasées dans un petit espace, tantôt séparées par le travail chronophage du père. Et toute la beauté de Babel, c'est de montrer que bien que ces destins puissent être différents, que des cultures puissent être différentes, on se rejoint tous dans ces expériences profondément humaines que sont le rapport à l'autre, qui est parfois si difficile, mais toujours porteur d'espoir et de chaleur. Il nous montre que,
l'autre avec un grand A n'existe pas, et qu'on ferait mieux de nous débarrasser de ces représentations pour accueillir la complexité et la beauté qu'il y a en face de nous. Il nous montre qu'on peut aller à la rencontre de l'autre avec un petit A, qu'on peut chercher à le comprendre. No, I'm okay. Everything's fine. Voyons Tokyo pour la ville qu'elle est. Une ville kaléidoscope, une ville plurielle. Une ville qui s'appuie sur son héritage pour se reconstruire chaque jour pour chacun de ses habitants. Une ville qui fait la part belle à son histoire pour inventer le présent. Une ville entre tradition et... Oh non, merde! Baby, what can I do? Konnichiwa, my own, に君を誘い出したsomeone